matinale Tocsin, 7h30, 8h30, à la volée. Et c'était un peu notre fil d'Ariane, vous l'avez compris, ce sujet sur la vérité et la post-vérité aujourd'hui. Je suis très heureuse de recevoir François Noudelman. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, vous êtes donc philosophe, professeur à l'université Paris 7, professeur également dans les universités américaines depuis 25 ans, spécialiste des questions de fiction, de théorie généalogique et vous animez notamment les vendredis de la philosophie sur France Culture. Et aujourd'hui vous présentez ce livre « Peut-on encore sauver la vérité ?» aux éditions Max Milo. Je suis très heureuse également pour ce sujet de recevoir ce Bonan Despot. Bonjour à vous. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous. Vous êtes créateur du site Antipresse, écrivain, auteur du livre Le Miel aux éditions Gallimard ou encore Le Rayon Bleu, toujours aux éditions Gallimard. Là, on pourra revenir sur les romans et l'importance du roman dans la réalité. Mais c'est bon, on va peut-être pas y aller tout de suite. Alors ce livre, Peut-on encore sauver la vérité, commence par une introduction concernant la cérémonie d'investiture de Donald Trump en 2017, qui est, selon vous, François Noudelman, l'ouverture de l'ère de la post-vérité, avec un mensonge sur des audiences, des records d'audience qui auraient été battus. C'était un mensonge tenu par la conseillère en communication de Trump. Et vous dites depuis, depuis, certains ont évoqué une ère politique de la post-vérité qui a ouvert la porte aux mensonges et aux manipulations, ce que confirmèrent les années suivantes. Alors, votre analyse de la post-vérité, vous allez nous la donner, votre définition. Je vais juste citer quelques phrases de cette introduction. En fait, et je pense que c'est tout le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, je pense qu'on est réellement dans cette ère de la post-vérité. Vous allez nous expliquer ce que c'est et comment on l'analyse. Et je trouve, par moment, et on va en parler avec ce Bonan Despot, que peut-être que dans votre analyse factuelle, là, on vous voit pointer le curseur et la lumière vers les faux discours de Donald Trump. On aimerait bien que la lumière aille sur un peu plus que Donald Trump, parce qu'il n'y a pas que Donald Trump qui produit dans la post-vérité. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va peut-être vous interroger avec ce Bonan Despot. Mais d'abord, je vais lire certains passages de votre livre. Donc, vous dites les contre-vérités les plus flagrantes prolifèrent par-delà l'opposition entre le vrai et le faux, entre fait et fiction, entre vérité et foutaise. Le bonimenteur parle sans crainte d'être démenti, car plus rien n'est vrai, plus rien n'est faux, tout peut être dit, qui favorise des intérêts et des pouvoirs. Ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose, je pense qu'on peut tous aujourd'hui, et encore plus en tant que médias, on a du mal à réaliser ce qui est vrai, ce qui est faux, et on va revenir notamment sur les questions de communication. Vous dites également, la promotion du simulacre passe donc par l'emploi détourné des mots de vérité et de mensonge, d'autant plus mis en avant qu'ils sont sortis du registre de la preuve. On est sur le faux et le wrong, le fake news, plus que sur le vrai et le faux. Et après, je vais aller un peu plus loin. Vous dites juste, il n'y a plus de menteurs mais de mauvaises gens, ou tout simplement différentes communautés d'intérêts qui défendent leur position. Voilà, donc la relativisation de la vérité, c'est ce que vous déplorez, François Noudelman. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de la post-vérité ? En fait, ce mot est apparu dans le Oxford Dictionary, effectivement, à la suite de l'élection de Donald Trump en 2016. Donc, c'est une manière d'identifier un régime de discours. Donc, ce n'est pas moi qui le diagnostique. C'est-à-dire qu'on a dit, effectivement, à ce moment-là, à partir de cette notion aussi de alternative facts, de faits alternatifs ou de vérité alternative, on a dit, voilà, on entre dans la post-vérité. C'est-à-dire dans un monde où la distinction entre le vrai et le faux, la vérité et le mensonge s'efface au profit d'un discours qui n'est plus garanti par la preuve, par la vérification. Alors, face à ça, évidemment, les journalistes font, et heureusement, ce qu'on appelle du fact-checking, et vous-même, vous faites un travail d'enquête, et je pense que c'est ça l'essentiel, c'est de faire des enquêtes. Et en fait, ce que je constate, effectivement, c'est que, et mon livre est là-dessus, ça fait en fait 40 ans, 50 ans qu'on assiste, et pas seulement, comme vous le dites, du côté de Trump, effectivement, je le confirme, mais du côté aussi bien démocrate ou libéraux que du côté républicain ou conservateur, qu'on assiste à une disqualification de la vérité. Alors, j'analyse, quand je dis je fais une archéologie, c'est-à-dire j'analyse plusieurs strates pour expliquer comment on y depuis est arrivé. 50 ans, comment on en est arrivé là.
Et effectivement, le régime de discours de Trump est un symptôme. C'est pas lui qui a créé la vérité, qui a instauré la post-vérité. C'est la manifestation de ce changement qui aboutit à ce qu'aujourd'hui, effectivement, on peut dire les plus grossiers mensonges, et sans être comptable d'ailleurs du fait que ce sont des mensonges, puisque on avoue même, par exemple, comme le colistier de Trump, J.D. Vance, qui dit bah oui, cette histoire d'Haïtiens à Springfield, bon, c'est faux, mais bon, c'est une manière d'attirer l'attention sur une autre vérité plus profonde. Donc voilà, il y a une manière ici de s'affranchir de la vérification et du fait de la vérité, bon, ce que j'essaie de défendre pour essayer de la sauver, de la vérité objective. Oui, et après vous proposez des solutions d'ailleurs. Mais on va revenir quand même sur ce phénomène et comment on est arrivé là, parce que vous dites que c'est un phénomène finalement, c'est pas apparu avec Donald Trump, vous le dites, en 2017, mais bien avant, et notamment avec on va dire, cette mise en place d'une horizontalisation des savoirs. Vous dites que ça a commencé peut-être avec l'encyclopédie des Lumières finalement, et même ce questionnement, qui doit être l'enseignant et et comment fonctionne-t-il. Donc il y a la question des enseignants jusqu'à aujourd'hui, eh bien, en effet, les réseaux sociaux, une presse qui est détrônée par les réseaux sociaux, et puis les fameuses pages Wikipédia. Est-ce que vous pouvez développer un peu tout ça ? Oui, on assiste, et c'est heureux, à une démocratisation des savoirs parce que la détention du savoir par des supposés sachants ou savants a été contestée et de fait, aujourd'hui, l'accès, c'est comme à la Renaissance, hein, l'accès à la Bible a été aussi autorisé alors que c'était le privilège de seulement quelques-uns. Donc cet accès à savoir permet une augmentation du savoir dans la population. Mais évidemment, aujourd'hui, avec cette diffusion du savoir hors de tout canaux vérifiables, légitimes, et notamment ceux de l'enseignement, eh bien, permet, bon, c'est une banalité, on le sait très bien, mais permet une banalisation de nombreuses contre-vérités. Alors, on peut effectivement à la fois s'en réjouir et s'en inquiéter. Ce qu'on constate effectivement, c'est que aussi avec la production de l'intelligence artificielle et le fait que on ne puisse plus prouver, par exemple, que une vidéo Eh oui. est un fake, comme on dit, hein, est un faux. Bientôt, le code informatique ne permettra même plus dans les productions d'intelligence artificielle de vérifier cela. Donc, il y a de quoi effectivement s'inquiéter, à la fois se réjouir des progrès, de l'extension, de l'horizontalisation, mais aussi de s'inquiéter de la possibilité quand même qu'on ait un langage commun. C'est-à-dire que voilà, vous et moi, on se dise, bon ben voilà, ça, est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça s'est pas passé? J'écoute un tel qui me dit une version, l'autre qui me dit une autre version, et je ne suis pas dans une position de dire relativiste, de dire oh bon, chacun sa vérité, vous avez vu ci, moi j'ai vu ça. Hein, voilà. Donc c'est important qu'on puisse quand même encore aussi accepter la discussion. C'est ça qui est un petit peu dramatique aussi, c'est aujourd'hui chacun est un peu dans sa bulle. Dans sa niche, oui. Voilà, sa bulle de croyance et ne veut même pas écouter l'argument de l'autre, parce que tout d'un coup, ça mettrait en danger ma certitude ou ma croyance. Et c'est là où est peut-être effectivement le danger d'un monde où chacun est dans sa bulle, ce que j'appelle les bulles épistémiques, et n'accède plus à la contradiction et à la discussion. Oui. Alors, ce bonhomme Despote, justement, discutons. Je pense que vous êtes d'accord avec certains éléments de François Delmas, mais peut-être pas tout. Mais en fait, en gros, je suis d'accord avec tout. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat parce que je pense que François Delmas a pris comme indicateur, comme symptôme, le cas Trump, parce que je pense, je serai franc, je pense que vous faites de la tactique. Vous prenez un cas qui est acceptable, par exemple dans les médias, pour introduire un débat qui va bien au-delà de ce cas, parce qu'au fond, votre livre est un livre philosophique. Oui, tout à fait. Votre livre est enfin, c'est ce qu'il me semble. Peut-être que je vais être un petit peu expéditif, mais ça me semble être une lamentation sur les ruines du savoir que nous avons nous-mêmes détruit par le savoir. Est-ce que c'est bien est-ce que c'est un bon résumé? Oui, alors, bon, lamentation, Enfin, lamentation, ben oui, parce que vous dites, mais comment faire pour revenir à la vérité? Comment faire, alors que nous l'avons nous-mêmes détruite avec le relativisme, la déconstruction, etc. Donc, et ce qui m'a paru, à moi qui suis
disons, d'une école de pensée plutôt conservatrice, réaliste, c'est qu'au fond, vous désespérez de la perte de la loi naturelle, c'est-à-dire d'une vérité que nous savons tous exister et à laquelle tous peuvent avoir accès moyennant une certaine honnêteté. Parce que à la fin, vous dites, c'est pas perdu tant que quelqu'un dira, mais non, c'est pas vrai. Mais pour dire c'est pas vrai, il faut qu'on ait, j'allais dire, un accès intuitif à ce qui est vrai. Et à ce moment-là, vous nous replacez, en gros, à mon avis, de nouveau, c'est pour ça que je dis que le livre est philosophique, vous nous replacez dans la querelle des réalistes et des nominalistes, en quelque sorte. Est-ce que le réel, c'est ce qui est et qui exige de nous une réaction adéquate à la réalité? Ou est-ce que la réalité, c'est ce que nous décidons par notre puissance intellectuelle, notre puissance de conception, qu'elle sera? Et entre ces deux, enfin, il me semble, entre ces deux positions extrêmes, qui sont vieilles comme le monde, elles ne datent pas de 40 ans, elles datent de 2000 ans. Entre ces deux positions extrêmes se décide notre destin de civilisation. Parce que si on n'arrive pas à reprendre contact avec le réel à l'ère de l'intelligence artificielle, nous serons dévorés par l'intelligence artificielle, en gros. Oui. Mais il n'y a pas que la question de l'intelligence artificielle qui est posée ici par François Nodelman. Et je pense que vous l'avez très bien lu. On est, oui, dans une guerre des ressentis, et une guerre, vous l'avez dit, peut-être aussi d'une forme de domination d'un récit qui n'est plus lié forcément au réel. Et c'est aussi toute cette question-là, c'est-à-dire comment on accepte aujourd'hui de se déconnecter d'une réalité que l'on peut voir tous les jours, mais qu'on n'accepte plus de voir, enfin qu'on ne croit que quand elle est marquée sur les écrans, en fait. François Nodelman, peut-être. Oui, c'est-à-dire, bon, vous avez employé le mot de ressenti. Le fait que aujourd'hui, le discours en première personne, que ce soit le je au singulier ou le nous au pluriel, soit légitime en soi, c'est-à-dire le fait que je dise, bon, j'ai senti ça, voilà, j'ai ressenti que c'était une offense, j'ai ressenti que voilà, cette situation-là me traumatisait. Voilà. Ce discours-là, aujourd'hui, il est imparable. Et de fait, bon, la possibilité de donner la parole aux victimes, c'est un moment très important aussi judiciaire. Mais disons que le discours en première personne est devenu tellement fort qu'il est impossible de lui opposer, pas forcément opposer, mais enfin en tout cas de lui ajouter un discours en troisième personne, c'est-à-dire, voilà, ils ont dit que, je fais une enquête, elles ont montré que, et c'est pareil pour le nous, c'est-à-dire à partir du moment où vous parlez au nom de la mémoire de votre peuple, de vos ascendants, il est devenu possible de faire un travail journalistique ou historique pour dire, ah voilà, on peut discuter, ça s'est peut-être pas passé comme vous le dites, attention, là vous êtes dans la légende. Là, aujourd'hui, on est dans une situation où ce vécu mémoriel ou bien ce vécu victimaire nous empêche de faire valoir l'objectivité des faits et qui est prouvée par l'enquête. Alors, certes, si on quitte un tout petit peu le terrain philosophique et qu'on se replace dans le terrain, on va dire, concret, peut-être un peu plus journalistique, et cet exemple que vous avez donné de Donald Trump, vous allez dire certes, mais regardez, là vous revenez, vous dites oui, il y a eu le temps de l'enquête, et l'enquête a prouvé que les audiences n'avaient pas été battues, donc c'est bien la preuve qu'il y a eu mensonge, donc post-vérité. Et de l'autre côté, il y a eu aussi énormément d'accusations du camp Clinton-Biden contre Trump, notamment sur ses collusions avec la Russie. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites depuis plus de 4 ans. Et dans ce sens-là également, finalement, le dossier était terriblement vide. Il n'y avait absolument rien à retenir contre Donald Trump. Et encore une fois là, donc c'est le temps long et le temps de l'enquête, les informations ne sont pas relayées par les médias. C'est-à-dire qu'on est, dans les deux cas, on est face à d'abord un temps long qui n'est plus exprimé et un temps de l'enquête qui n'est plus exprimé. Oui, bon, je ne suis pas là pour distribuer les bons points et les mauvais points. Je dirais simplement que le mensonge en politique, comme vous l'avez rappelé, bon, aussi, il est très ancien. C'est pas nouveau et Platon le dénonce aussi, Machiavel en parle, etc. Bon. Donc, il y a des mensonges de part et d'autre, c'est certain. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est comme vous l'avez très bien dit, merci, c'est de donner une réponse philosophique à la notion d'alternative facts,
qui est révélatrice d'un relativisme qui s'impose, à mon avis, aujourd'hui, dans le respect. C'est-à-dire, je respecte ta parole, voilà, au fond, chacun dit ce qu'il veut, peu importe qu'on puisse le prouver ou pas, dire que c'est complètement faux. Alors, c'est ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce discours. C'est voilà, le fait que, oui, quand même, c'est-à-dire que depuis 40 ans, je suis bien d'accord, hein, que ça fait très longtemps que cette opposition entre le nominalisme et le réalisme existe, c'est tout à fait juste. Simplement, j'observe que en Europe, mais aussi aux États-Unis, à travers le pragmatisme, mais en Europe à travers ce que j'appelle un nietzschéisme facile, qui consiste à dire il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations. Eh bien, on a joué, mais joué avec beaucoup de jouissance, à l'idée que la vérité c'était une vieille lune, que il n'y avait que des manières de dire, et on vive l'artifice, ça c'était le mouvement aussi postmoderne, fini les grands récits, alors on prend des petits récits, on s'amuse. Le Baudrillard, c'est voilà, la guerre d'Irak n'a pas eu lieu, tout ça c'est de la vidéo, et on est dans une espèce oui, de narcotique là, de la fiction permanente, et qui nous fait complètement décrocher de la réalité, de la vérification des faits. Donc ça, c'est ça qui me frappe, au-delà du fait qu'effectivement, j'allais dire, de bonne guerre que chacun diffuse des messages mensongers sur l'adversaire politique. C'est Madame Despot, justement. Alors, je vais réagir sur la guerre d'Irak n'a pas eu lieu, la critique de Baudrillard, puisque vous souhaitiez revenir sur cette post-vérité de la guerre de Yougoslavie que vous avez vécue de près. Disons que dans le contexte de la thématique des François de Neumann, moi, ce qui m'a éveillé à ce problème, c'est justement d'avoir été témoin direct par mes origines d'une guerre qui a commencé dans les années 90, au début des années 90, et où j'ai eu l'occasion d'être impliqué, d'être témoin visuel immédiat d'événements qui ont été à tel point déformés ou occultés médiatiquement qu'on avait vraiment construit, on a fini par construire une réalité parallèle sur cette guerre. Par exemple, en automne 92, j'ai fait partie d'une expédition qui était organisée par Elie Wiesel pour voir s'il y avait vraiment des camps d'extermination serbes en Bosnie. Elie Wiesel et une quarantaine de journalistes sont allés voir. La conclusion, c'était non, ce sont des camps de prisonniers. Et cette expédition tout entière, avec tous les moyens qu'elle a impliqués, a été effacée. Médiatiquement effacé. On n'en a pas parlé, sauf que dans cette expédition se trouvait un journaliste français qui s'appelait Jacques Merlino, et qui en a tiré un livre. Jacques Merlino était chef des informations sur France 2 avant son livre sur la guerre en Yougoslavie, qui s'appelait Les vérités yougoslaves ne sont pas toutes bonnes à dire. Après son livre, il a disparu. C'est-à-dire qu'on l'a envoyé correspondant en Chine, parce qu'il avait essayé de monter une enquête. Il a fait une enquête sur la construction d'un mensonge, d'une fiction. Et à ce moment-là, il a disparu. Moi, c'est une chose qui est une expérience personnelle. À cause du fait que je suis parti de cette expérience, excusez-moi de donner du personnel, mais dans le contexte, de nouveau, de ce que vous avez soulevé avec votre livre, je pense que le témoignage personnel, l'intégrité d'un témoignage devient absolument déterminante. Et disons, l'investissement qu'on y met. Moi, je n'y mets pas un investissement d'une cause, la cause que je défends, c'est celle justement de la vérité et non pas d'un camp que je veux défendre. C'est un peu la seule garantie qui nous reste. Et si je pars de cet exemple, c'est que par la suite, quand j'ai voulu raconter ce qui est arrivé, et de nouveau, autre épisode totalement déformé ou occulté, qui était la guerre l'expulsion de la population de la Krajina en 1995, eh ben, j'ai eu l'idée d'en faire un roman. Parce que la vérité sur ces gens, sur ce qu'avaient vécu ces gens, ne pouvait pas être dite sur le mode documentaire, étant donné que le champ documentaire était complètement envahi par des représentations qui étaient incompatibles avec la vérité vécue. La vérité, la réalité était devenue roman, le roman devient réalité. Et le roman, qui est d'ailleurs le récit d'une histoire vraie, mais qui est d'une histoire humaine, personnelle, de gens qui ont traversé cette crise, cette catastrophe, 250 000 personnes expulsées de leur foyer en 4 jours, eh bien, ce roman a été accepté. Il a été publié, il a été lu, il a reçu des prix, il a été discuté, et ça m'a permis, à travers le roman, de dire la vérité de ces gens.
Mm. Si j'étais pas passé par le roman, je n'aurais jamais pu le faire. Parce que, ah bah oui, vous êtes serbe. Enfin, c'est même pas vrai, d'ailleurs. Je suis serbo-croate d'origine. Je suis suisse. Mais bon, bah, parce que vous avez un parti pris. Non. Le roman est impartial. Personne n'a dit un parti pris dans le roman. Mais c'était le seul moyen pour moi de dire la vérité de ces gens. Ce qui est un immense paradoxe. D'ailleurs, il y a un chapitre dans le livre de François Nodelman sur le mensonge littéraire, la post-vérité littéraire, l'autofiction, n'est-ce pas, où il prend l'exemple d'Édouard Louis. Mais, à contrario, je n'ai pas besoin de rappeler les travaux de René Girard sur la vérité romanesque. C'est-à-dire, il y a une littérature qui est, je dirais, une littérature de déguisement ou une littérature de confession narcissique, et une littérature dont la qualité de vérité est infalsifiable, la grande littérature. C'est ce que dit Girard. La grande littérature est infalsifiable. Pourquoi ? Parce que l'auteur sort de lui-même. Il n'existe plus. Alors que l'autofiction est éminemment un règlement de compte avec soi-même, avec les autres, avec la société, etc. Donc, on a quand même des espoirs. Je veux dire, quand vous êtes complètement, moi personnellement, quand je suis complètement écrasé par la violence du réel qui nous entoure aujourd'hui, par ces mensonges qui sont partout, par les menaces d'intelligence artificielle, je lis Balzac. Oui. Voilà. Alors, Moi, beaucoup de sujets, oui. Oui, je dirais que ce que vient de dire Slobodan est la démonstration un petit peu de ce que j'essaie de montrer sur la manière de sauver la vérité, c'est-à-dire qu'il y a de l'indignation. Et l'indignation, c'est le vecteur pour dire, voilà, je tiens encore à la vérité. Non. Et ce que vous le dites, c'est intuitif. D'ailleurs, Oui. je dis, non, moi, je n'ai pas vu ça, ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, c'est essentiel. C'est toujours ce qui est à la source de la recherche de la vérité, c'est l'indignation. C'est-à-dire, les choses ne sont ni vraies ni fausses, mais à partir du moment où je suis face à un mensonge, là, je dis non, c'est pas possible. Et donc, mais l'indignation ne suffit pas. C'est-à-dire qu'ensuite, il faut douter. S'il y a des témoins, les écouter, mais quand il n'y a plus de témoins, par exemple, voilà, c'est ce que disait Lyotard aussi. Bon, voilà, aujourd'hui, face à un faurisson, lorsqu'il n'y a plus de témoins sur les chambres à gaz, on peut dire, ben, elles n'ont pas existé. Donc, on doit aussi faire un travail de doute sur toutes les sources d'information. Hein, je dis l'élémentaire du journaliste, hein, mais aussi d'enquête. C'est-à-dire, bon, vous prenez des exemples, on pourrait les multiplier. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé à Srebrenica Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, etc. On voit bien Oui. que, à travers les médias, se met tout de suite en place un narratif. Et que si on se laisse bercer par ce narratif, on peut être amené à douter et à être dans une forme de négationnisme. Hein. Donc c'est là effectivement que il est important de sortir du relativisme et peut-être de poser les bases à partir de l'indignation, qui veut dire voilà non, là on me raconte des salades, de dire bon voilà, écoutons les enquêteurs, même s'ils sont quelquefois partiaux, mais c'est la condition pour sauver la vérité. Ouais, vous parlez également, je pense que c'était un peu le témoignage vivant de Slobodan Despot qui disait « Pardon, je parle de mon propre témoignage de ma vie privée », mais justement, François Nodelman, vous célébrez presque l'importance du témoignage dans votre livre, en disant que c'est le début de l'accès à la vérité, en expliquant, vous parlez notamment des témoignages qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas suffisant, dites-vous. Oui, c'est-à-dire que les réseaux sociaux aussi permettent, je sais pas, par exemple, que par rapport à l'information, qu'on puisse avoir accès tout d'un coup en direct à un événement, ça c'est très important pour savoir ce qui se passe. Je sais pas, une manifestation en Iran, bon, tout d'un coup, là, on a, grâce à des réseaux sociaux, grâce à des images captées en live, on a cette information. Bon, ensuite, effectivement, il faut des filtres, il faut des analyses. Il ne suffit pas d'avoir un témoignage direct, c'est essentiel, mais il faut de l'analyse. Donc le narratif l'emporte très vite et je dirais la manière de crypter, mais ça c'est un savoir et c'est aussi effectivement, vous avez raison de dire, il faut une certaine rigueur, une forme d'honnêteté. Alors après, évidemment, la question peut devenir plus complexe parce que nous-mêmes, au fond, quelquefois, nous ne voulons pas voir la vérité.
Bon, ça a été souvent dit, la vérité est ennuyeuse, ou la vérité, bon, c'est Peggy qui disait ça. Ouais, mais bon, nous sommes dans une forme de déni. Je passe dans la rue, c'est tout simple. Je passe dans la rue, je ne veux pas voir la personne qui est en train de mourir sur le trottoir, je ne veux pas voir un harcèlement. Voilà. Donc, dans notre manière aussi de nous comporter à l'égard du réel, nous avons aussi des biais. Il faut aussi le reconnaître. C'est-à-dire qu'au fond, Bien on ne sûr. peut pas simplement toujours accuser les autres de mentir. Il faut aussi décrypter ce qui, en nous, nous amène à voir et à ne pas voir, à ne pas vouloir entendre. Alors, sur Banane Despots, et ensuite, tentons, puisque vous le faites également dans votre livre, François Nodelman, c'est d'ailleurs l'objet, je pense, de votre livre, d'appeler à trouver ensemble des solutions pour revenir à cette recherche réelle de la vérité. Mais sur Banane Despots, avant, je crois que vous souhaitiez réagir à ce que vient de dire François Nodelman. Oui, il a introduit le terme qui est clé, à mon avis, pour l'époque, qui est le narratif. Le narratif, c'est une mise en forme du réel qui est évidemment quelquefois très habilement faite pour faire réagir pour tous les capteurs chez les gens, disons, l'être humain candide, tous les capteurs qui lui disent ceci est vrai. Donc, on va l'émouvoir. On va donner une certaine cohérence à une réalité qui quelquefois n'en a pas. On va la polariser d'une certaine manière pour que ça donne un récit qu'on puisse mémoriser. Et on a aujourd'hui une narration, une chronique des événements qui est complètement guidée par le narratif. Le narratif, quelquefois, préexiste à l'événement. C'est-à-dire qu'on ne va pas déclencher l'événement si on n'a pas le bon narratif. C'est sûr. Et alors, ce narratif, il est d'autant plus puissant parce que bon, le storytelling a été beaucoup analysé, effectivement, comme solution marketing, mais aussi solution politique. Mais ce qu'on analyse peu, c'est à quel point un narratif qui marche repose sur des affects, hein, c'est-à-dire sur l'émotion. Le narratif, c'est une histoire. Et bon, il y a des belles histoires, il y a des petites histoires. Mais si vous arrivez à accrocher des sentiments tels que la haine, la colère, des passions, tout bref, hein, là, votre narratif marche. Et à ce moment-là, vous ne pouvez plus du tout faire valoir la vérité, parce que tout d'un coup, vous serez, les personnes qui y croient sont obligées de renoncer à leur jouissance quant à dire voilà, cette personne est atroce, voilà, il faut la faire tomber de son piédestal. Voilà. Et ça, on le voit particulièrement aux États-Unis, quand les idoles tombent, il y a une espèce de jouissance collective à dire voilà, oui, il est affreux, et il va faire en plus une espèce de confession publique pour disparaître avant, définitivement. C'est un spectacle, presque une espèce de pornographie de la confession. Oui, catharsis, voilà, c'est ça, vous avez raison. C'est une forme de catharsis. Et donc là, le narratif, appuyé par des sentiments aussi forts, ne peut pas du tout être vaincu par une vérité qui serait sans doute plus nuancée, quoi. Mais alors, comment on fait aujourd'hui face à une guerre des normatifs, finalement, à laquelle on assiste, non seulement dans nos pays, au niveau national, mais même au niveau international, hein, guerre des blocs, presque, on a envie de dire. Comment on fait, nous, pour faire cette recherche de la vérité, François Nodelman, puis Banane Despots? Mais c'est à vous de me le dire, c'est votre travail. Mais c'est vous le philosophe, c'est vous qui avez écrit un livre là-dessus. Je veux dire, je vois bien aussi dans le mode d'écriture, si je parle de ça aussi, le mode d'écriture des historiens et des historiennes. Bon, aujourd'hui, la part de l'ego maintenant est revendiquée. On dit, ben voilà, je suis en train de faire mon enquête et je vous montre, voilà, et ça me fait penser à ci, ça me fait penser à ma famille, etc. Voilà. Bon, il y a une pente ici égotiste qui me paraît effectivement très très glissante, sur laquelle glissent de nombreux auteurs. Et je crois qu'on est allé un peu loin. C'est-à-dire qu'au fond, cette critique si vous voulez, de la vérité objective, on a en quelque sorte virer le bébé avec l'eau du bain, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui permettait de critiquer une certaine vérité transcendante avec un grand V, voilà, quand on la jette, ben on oublie qu'il y a aussi quand même la vérité objective. Et ça, c'est George Orwell qui rappelait effectivement que dans le monde communiste, encore pire selon lui, encore pire que la censure, c'était la fin de la notion même de vérité objective. Ça lui paraissait le plus grand danger. François Nodelman, juste avant de donner la parole à Banane Despots,
est-ce que vous ne craignez pas aussi que dans cette critique de la post-vérité, il y ait finalement un refoulement d'une forme de vérité populaire, on va dire, ou de vérité populaire, donc, certains appelleront populisme, qui permet aux personnes qui regardent ce populisme de haut de les dénigrer et de les mettre de côté? Bien sûr, c'est quelque chose moi, qui me choque beaucoup. C'est cette prétention de ceux qui savent et de ceux qui parlent, qui détiennent la parole. C'est ce qui a d'ailleurs expliqué qu'on s'est complètement trompé en 2016 dans les pronostics sur l'élection de Trump, parce qu'on ne donnait pas la parole à ceux qui ne parlent pas. Et donc maintenant, reste à savoir effectivement qu'est-ce que c'est que cette vérité qui sort. En tout cas, c'est sûr que la raison raisonnante n'est pas la garantie absolue de la vérité, et qu'il y a des raisons qui passent par des intelligences qui ne sont pas forcément des intelligences savantes, parleuses. Donc voilà, alors c'est là où il y a une espèce d'équilibre à penser entre d'un côté une raison et de l'autre côté une émotion. C'est-à-dire que l'émotion, elle dit aussi de l'ordre de la vérité, mais elle doit être contrebalancée par la raison. Et la raison doit aussi accepter qu'il y a des vérités émotives et qu'il faut les entendre, parce qu'à ne pas les entendre, on est dans un déni. Oui. Et tout d'un coup, après, elle nous saute à la figure. Oui, c'est ça, on reste dans une forme d'abstraction. Ce bonhomme Despote. Bon, alors évidemment, chacun se bat comme il peut. Moi, si j'ai créé l'Antipresse il y a 9 ans, c'est justement pour essayer de donner non pas un contre-narratif qui ferait appel à des passions inverses ou aux mêmes passions pour réorienter la compréhension des événements dans une autre direction, mais pour dénarrativiser les choses, c'est-à-dire faire appel non plus aux passions que vous avez soulignées, mais pour faire appel à ce sens inné, au fond, à ce bon goût qu'ont les gens de sentir, lorsqu'ils sont dépassionnés, que quelque chose cloche. Je vous donne de nouveau un exemple, parce que le bon sens populaire, ce qu'on appelle. Le bon sens, il est pas seulement populaire, il est assez bien partagé. Par exemple, moi vous parlez de manière très intéressante de Wikipédia. Moi, j'ai ma propre page Wikipédia que j'ai pas faite est une horreur, pour des raisons qui sont liées à diverses choses. C'est un historique de confrontation. Je ne peux pas la changer. Tout ce que je peux faire, c'est la laisser comme elle est et confronter ce portrait qui est fait de moi, de ma personne, sur Wikipédia, avec ce que je peux dire en direct, en parlant aux gens ou en témoignant par mes écrits. Il y a un tel contraste entre ces choses que toute personne dotée de bon sens va voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Je ne peux pas faire mieux. Mais ceci dit, ce qui est important, et ce que j'ai beaucoup aimé dans l'approche de François Nodelman, c'est qu'il fait appel aux vertus. Ce qui est une clé, à mon avis, et qui est un paradoxe pour l'esprit scientiste, c'est que pour accéder à la vérité, par exemple, ou respecter, défendre la vérité des faits, il faut une force morale. Il faut une force morale qui consiste, par exemple, à admettre la voix de l'autre ou à admettre des faits qui ne vont pas aller dans notre sens. Vous savez, le pragmatisme américain, c'est lorsque Roosevelt dit à ses collaborateurs, qui lui disent « mais Somoza est un dictateur horrible », et il dit « c'est peut-être un fils de pute, mais c'est notre fils de pute ». Et c'est exactement comme ça qu'on traite pragmatiquement la vérité. C'est peut-être un mensonge, mais c'est une vérité qui nous arrange. Et ça, c'est quelque chose d'où il faut sortir. Il faut avoir la force morale, et c'est vraiment une force morale, d'admettre une vérité qui n'est pas forcément à notre profit. Et ça, dans un monde capitaliste, c'est très difficile à faire admettre. Oui. François Nodelman. Oui, dans un monde communiste aussi. Oui, mais bien sûr, oui. Encore bien pire. Dans un monde où le réel est instrumentalisé, il faut le désinstrumentaliser. Oui. Donc effectivement, aller au réel. Voilà. Et sur Wikipédia, peut-être. Principe élémentaire, qui est l'enquête. Oui. François Nodelman, juste pour terminer sur Wikipédia, parce que c'est vrai que vous développez vous-même les problématiques de Wikipédia. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est-à-dire qu'en fait, comme vous savez bien, quand on veut s'informer rapidement, peut-être, j'avoue, je ne l'ai pas fait, et je m'en réjouis, je n'ai pas regardé la fiche Wikipédia de Slobodan. Oui, il faut le voir. Il faut la voir. Voilà, donc,
mais malgré tout, quand on a besoin de gagner du temps, on va tout de suite sur Wikipédia. Bon, on regarde, les choses sont plutôt tendance sans doute vers le vrai, mais rien ne le garantit parce qu'on est tous des contributeurs. Et quand il y a, je pense que j'imagine que vous avez été confronté à ça, ce qu'on appelle une guerre des publications, hein. C'est-à-dire, vous dites non, je vais corriger, puis vous avez quelqu'un qui dit non, je le recorrige. Voilà. Voilà. Et alors après, vous avez des espèces comment dirais-je, de modérateurs qui ne sont pas du tout des experts. C'est-à-dire, ce ne sont pas ceux qui vont dire, ah oui, il y en a un qui a raison, il y a l'autre qui a tort. On va simplement avoir une espèce de position un peu majoritaire, mais qui ne garantit pas du tout la vérité de l'information qui est diffusée. Donc, en fait, on a, je dirais, des vérités floues, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, des vérités floues sur Wikipédia, et qui nous permettent vaguement de nous orienter. Mais évidemment, quand on veut assurer nos affirmations, il est quand même recommandé d'aller faire son travail d'enquête soi-même, de douter. Bon, c'est élémentaire, Descartes le disait, hein, voilà, le bon sens aussi, ça d'accord, on le partage, mais il faut pratiquer le doute méthodique. Et donc ça, aujourd'hui, la rapidité de l'information fait que, et aussi le goût qu'on a pour rester dans sa bulle épistémique, hein, parce que là aussi, j'ose juste dire, mais là aussi, vous le savez, les algorithmes sur l'Internet et les réseaux sociaux nous confirment continuellement, ils nous fournissent, ils nous alimentent de ce qu'ils savent, qui va nous conforter, c'est-à-dire on repère très facilement vos goûts, vos opinions, et donc vous êtes abreuvé par quelque chose qui va vous confirmer continuellement dans ce que vous aimez, sans du tout être surpris par quelque chose qui viendrait tout d'un coup vous déstabiliser. Non, il faut garantir cette espèce de confort, hein, de confort épistémique, et c'est là qu'il y a effectivement un danger à l'égard de la vérité. Oui, un danger qu'on pourrait appeler Walt Disney, de penser que nous sommes tous dans le camp du bien et que l'autre est le mal absolu et qu'il n'y a pas de contradiction possible. Merci beaucoup tous les deux, François Nodelman. Je rappelle votre livre « Peut-on encore sauver la vérité ?» C'est un livre aux éditions Max Milo. Merci beaucoup Slobodan Despot d'avoir pris le temps de lire le livre de François Nodelman et de participer à ces questionnements sur la vérité. Je rappelle vos livres et vos romans, Le Miel aux éditions Gallimard et Rayon Bleu également aux éditions Gallimard. Merci à vous tous, merci à vous sur Tocsin d'être extrêmement nombreux dès ce premier jour de retour. Vous pouvez tout de suite nous aider encore avec des pouces et des cœurs, parce que oui, on marche nous aussi avec les algorithmes, donc n'hésitez pas à les pousser. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement, n'oubliez pas de le faire pour ceux qui veulent toujours le faire. Nous avons besoin de votre aide puisque nous sommes indépendants, journalistes indépendants, signifie que nous avons besoin de l'aide de tous un par un à votre mesure. Si vous pouvez le faire, 5 € par mois par exemple, c'est toxin-media.fr, toxin-media.fr. Un abonnement nous aide grandement à avoir une visibilité sur la suite et pouvoir permettre des enquêtes telles que celle de Guy de Lafortelle que vous avez pu entendre sur le Doliprane et qui continue d'avancer. Merci à vous tous et je vous dis à demain. Demain, nous recevons Campagnol qui va nous parler de son roman et aussi de sa réalité depuis Campagnol, son petit village. On en parle demain à partir de 7h30.